Donc, bonjour à tous et à toutes. C'est à moi que revient la lourde tâche de présenter juste après un repas, plus ou moins copieux. Donc je vais essayer de ne pas vous endormir. Donc le titre aujourd'hui que j'ai choisi, c'est une opportunité pour la formation barrée, reconnaissance tout au long de la vie. C'est un peu pour comment dire, faire une petite, pas une provocation, mais tout de suite placer le contexte de la présentation. Alors j'interviens à plusieurs titres. Donc Philippe Petitqueux, DRAF de Normandie, c'est la direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. C'est l'autorité académique pour l'enseignement agricole en Normandie. Et j'ai aussi, ma fonction, c'est délégué régional au numérique. C'est un peu l'équivalent de la délégation académique au numérique pour le rectorat, en beaucoup plus petit évidemment. Et j'ai une mission également nationale sur un dispositif d'accompagnement sur les usages du numérique. Et mes missions principales sont l'accompagnement des établissements sur leurs projets autour du numérique et de la pédagogie et l'innovation pédagogique au sens large. J'interviens aussi dans le cadre de ma fonction informelle, mon rôle informel d'animateur du réseau Badgeons la Normandie, que je vais vous présenter. Je participe également au projet Erasmus qui s'appelle MIRVA, rendre les reconnaissances informelles visibles et actionnables. Et puis également secrétaire général d'une nouvelle association qui s'appelle Reconnaître, association francophone créée en février, dans le but de fédérer tous les projets autour de la reconnaissance et des Open Badges. Alors qui suis-je? Autant profiter des quelques badges que j'ai pour se présenter avec des badges, par exemple. Si vous avez des téléphones qui reconnaissent les QR codes, vous pouvez scanner ce QR code. Ça va vous permettre d'arriver sur cette page, par exemple, qui est une page web, une sorte de CV numérique tout simple, qui vous permet de voir ici le CV traditionnel, ici déclaratif, qui présente mes reconnaissances formelles, mon parcours, mais aussi, du coup, grâce à des badges qui sont, que je vais vous expliquer, qui sont des éléments vérifiables, vous présentez mes communautés, communauté de pratique, communauté d'intérêt ici, autour de Moodle, les causes que je soutiens, mes reconnaissances informelles, donc acteur de Badgeons la Normandie, un badge de compétences aussi. On parlait de RENAPSUP ce matin, par exemple, j'ai été conférencière à RENAPSUP, voilà un des usages du badge qui garde une trace de ce que j'ai pu faire. Les causes que je soutiens, ici, le label CFA numérique, et puis la rubrique loisirs, intérêts, etc. Mes passions. Donc les badges, un des usages, c'est de pouvoir se présenter de façon peut-être plus complète et puis vérifiable qu'un CV traditionnel. Donc Reconnaître, c'est une association qui a été créée en février, qui regroupe le CRI de Paris, des membres de Badgeons la Normandie qui ont été aussi qui sont très présents dans cette nouvelle association, et cette association dont on parlera peut-être un peu plus tard, qui organise fin octobre, du 24 au 26 octobre, la conférence EPIC, c'est la 16e conférence internationale autour des outils pour la reconnaissance, notamment les e-portfolios, les open badges. Et nous revenons après plusieurs années passées à l'étranger, à Paris, car il y a un regain d'intérêt dans la sphère francophone autour de ces outils et de ces questions de la reconnaissance. Donc cette conférence s'appelle EPIC, et vous pourrez la trouver sur Internet, on en reparlera. Alors, ma présentation, elle sera en deux parties. La première partie, ça sera de vous présenter quand même rapidement, enfin le moins rapidement possible, ce que sont les Open Badges, pour pas qu'il y ait de mauvaises représentations. On a tous eu les mêmes représentations, il y a une espèce de progression qu'il faut avoir, on ne peut pas comprendre d'un coup ce que sont les Open Badges. Ce qu'on comprend au début, c'est que ce sont des attestations qui permettent de valoriser l'achèvement d'un MOOC, par exemple, des formations qu'on peut avoir suivies en ligne. On comprend aussi qu'il y a un aspect un peu ludique, parce que ce sont des images. On imagine donc que ce sont des outils pour simplement attester de ces formations en ligne. En fait, on va voir que c'est beaucoup plus large que ça.
Ce sont des outils au service de la reconnaissance, pas seulement des apprentissages, mais aussi des personnes. Des outils qui permettent de rendre visibles des choses qui sont invisibles, de valoriser, de garder une trace. Et donc, l'origine des différents projets autour des Open Badges, ils ont à la base des problématiques qui ont été exprimées. C'est comment attester, valoriser des apprentissages informels ou des compétences transférables, sociales ou soft. J'ai barré soft skills parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est plus adapté comme terme, puisque c'est demandé de plus en plus en haut du CV par certaines entreprises. Comment prendre en compte l'évolution rapide des compétences, notamment dans les domaines du numérique. Comment utiliser ces outils pour un numérique inclusif. Innover dans l'orientation, on va voir que ce sont des outils qui peuvent répondre à ça. Rendre visible des talents, des compétences au sein d'une communauté, d'une organisation, d'un réseau. Donner du pouvoir d'agir aux citoyens dans le cadre de leur formation tout au long de la vie, ou rendre visible des parcours de vie professionnelle. C'est un peu tout ça qui sont à l'origine des projets Open Badge que je vais vous présenter. Mais à la base, les Open Badge, c'est une réponse à un besoin, celui de reconnaître de façon efficace les apprentissages informels, puisque on n'a pas attendu les Open Badge pour essayer de reconnaître ces apprentissages. On a eu plusieurs expérimentations à travers les e-portfolios, à travers les livrets de compétences, etc. Mais il faut constater qu'en tout cas en France, ça n'a jamais pris, ça n'a jamais vraiment marché, ou on n'a jamais su les mettre en œuvre dans le contexte formel. Ça s'est toujours terminé en usine à gaz. Et donc, pourtant, je veux dire, on connaît l'importance de ces apprentissages informels, puisque c'est à peu près 80-90% de ce qu'on apprend. Donc les Open Badge, créés en 2011, sont une réponse technologique pour satisfaire ce besoin. Alors le Open Badge, la première chose qu'on voit, c'est l'image, comme l'arbre qui cache la forêt. C'est une image, mais c'est pas le plus intéressant, l'image. C'est ce qu'il y a dans l'image. En fait, un Open Badge ou un badge numérique ouvert, c'est un enregistrement numérique qui se présente sous la forme d'un fichier image et qui contient des métadonnées que je vais vous décrire après, et qui a pour but de pouvoir attester, reconnaître, pas seulement des compétences, mais tout ce qu'on veut bien reconnaître en fait. On va le voir à travers différents exemples. Ça peut être des compétences, des aptitudes, des intérêts, des rôles, des projets collectifs. Et ces Open Badge sont par contre structurés, donc une image qui contient des métadonnées qui sont encodées dans cette image à la manière d'une photo numérique, que vous prenez avec un appareil photo numérique. Si vous avez déjà fait attention, il y a des informations dans cette image, le lieu où vous avez pris la photo, les coordonnées GPS, la focale, il y a toutes sortes d'informations qui sont intégrées dans cette image. Et les inventeurs des Open Badge ont repris la même idée. Et ils se sont dit, on va mettre dans une image les métadonnées suivantes. Les principales, c'est qui est l'émetteur, qui émet cette attestation numérique, à quelle date, quels sont les critères pour obtenir ce badge, les liens vers des preuves si besoin, pour montrer ce qui a dû être accompli, pour obtenir le badge, et puis des données qui permettent d'authentifier le bénéficiaire ou l'émetteur. Donc c'est une image qui contient des métadonnées structurées. Lorsqu'on clique sur un badge sur Internet, si on voit un badge, c'est une page qui va apparaître, hein, c'est pas simplement l'image, c'est une page qui peut être présentée de façon différente suivant les plateformes qui lisent les métadonnées que contiennent ces badges. Ici, on voit sur un exemple avec la plateforme Open Badge Factory que nous utilisons. Elle présente l'image, elle présente l'émetteur, la date, le bénéficiaire, ce que reconnaît le badge, les critères pour l'obtenir. Et puis on voit d'autres informations ici qui apparaissent, l'évaluation que peut avoir eu ce badge par la personne elle-même ou d'autres personnes, quels sont les autres bénéficiaires de ce badge, et puis éventuellement ici des commentaires, c'est-à-dire qu'on peut commenter ou discuter autour d'un badge. Et puis on voit en haut à gauche ici la possibilité pour le bénéficiaire de publier ce badge sur les réseaux sociaux, d'avoir l'URL ou un code d'intégration pour l'afficher sur une page web. Et on peut même imprimer des badges,
C'est-à-dire que sort une version PDF avec un QR code, ce qui permet de présenter à une personne et puis de pouvoir, avec le téléphone portable par exemple, accéder à la version numérique. Donc un Open Badge se présente comme ça. Alors, quelques propriétés importantes des Open Badge. Déjà, ils respectent la vie privée. Vous ne pouvez pas badger quelqu'un contre son gré. Il y a toujours une acceptation préalable du badge. Ensuite, une fois que le badge est accepté, je décide en tant que bénéficiaire de l'afficher ou de pas l'afficher, de l'afficher de manière privée, de restreinte, ou simplement de le supprimer ou de jamais l'afficher. Voilà, c'est moi qui décide, je suis bénéficiaire. Je peux transférer ces badges d'une plateforme à l'autre à partir du moment où ces badges respectent le standard open source. Parce que Open Badge, c'est un standard open. Et toutes les plateformes se sont mis, qui génèrent des badges, se sont mis en règle avec le RGPD, mais dès sa conception, de toute façon, ça prenait bien en compte la vie privée des bénéficiaires. Donc c'est important pour toute organisation qui voudrait mettre en œuvre des badges et se dire tiens, j'ai un super outil pour gérer mes ressources humaines. Oui, mais attention, en accord avec ces ressources humaines. Alors les Open Badges sont pas seulement une image et un standard, c'est aussi une architecture autour qui permet de garantir que le badge n'a pas été modifié. Si vous recevez un badge, vous essayez de le traficoter en changeant les métadonnées, le système indiquera que le badge est falsifié. Tout simplement parce que de la même façon que le diplôme que vous obtenez par le rectorat, il y a une copie dans la base de données du rectorat. Ici, il y a une copie du badge qui est conservée sur un serveur, qui peut être au sein de votre système d'information ou à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle les badges hébergés. Et donc, lorsque vous présentez un badge, le système vérifie qu'il y a sa copie exacte sur le serveur. Si vous présentez un diplôme à un employeur et qu'il veut vérifier, il appelle le rectorat, y a-t-il en effet la licence qui a été donnée à ce monsieur à telle date, etc. Donc c'est le même principe. Donc on ne peut pas trafiquer les badges. Ça c'est important pour la confiance dans le système. Et en plus c'est anonyme par défaut, c'est-à-dire que si vous volez le fichier badge de quelqu'un, vous ne pourrez pas deviner à qui il appartient puisque tout ça est crypté. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont transférables, c'est-à-dire qu'on peut obtenir des badges suite à une formation en ligne ou alors une communauté qui nous l'a délivré, n'importe quel organisme. Tant que ça respecte le standard, je peux l'ajouter à mon passeport de badge et donc collecter des badges qui vont raconter un parcours. D'autres éléments intéressants, tout de suite intéressant, c'est qu'ils sont multilingues. Donc on peut créer des badges tout de suite qui vont pouvoir être compréhensibles dans d'autres pays. C'est très intéressant pour la transparence. Hein. Et puis en plus, pédagogiquement, ça permet, si on conçoit les badges avec les bénéficiaires, de travailler en plusieurs langues directement. Ou si on travaille avec des allophones, par exemple. Alors comment ça se passe techniquement? Qui a déjà un badge dans le public éventuellement? Qui a déjà un badge? Près 5, 6, 7 personnes. Vous pourrez à la fin demander un badge si vous voulez l'expérimenter, on pourra voir ensemble. Donc comment ça se passe? En fait, lorsqu'on reçoit un badge, aujourd'hui, le workflow, c'est on reçoit une information sur sa boîte mail parce que l'identité du récepteur est aujourd'hui basée sur l'adresse de courriel. C'est un problème pour certains publics, mais c'est comme ça encore aujourd'hui. Donc on reçoit un message qui nous indique qu'on a reçu un badge et on doit l'accepter. Une fois qu'on l'a accepté, il vient rejoindre notre passeport, suivant le système qu'on a choisi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ce badge? On va en parler un petit peu plus tard en termes d'usage. Pour l'instant, on peut que l'afficher. On peut l'afficher sur un CV numérique, on peut l'afficher sur les réseaux sociaux, on peut l'intégrer sur une page web, ou alors on peut l'afficher dans une galerie avec d'autres badges, ce qui permet à tous ceux qui naviguent dans cette galerie de découvrir des badges. Alors, propriété des badges, on l'a dit tout à l'heure, c'est à la manière des e-portfolios, c'est une archive de mes expériences, de mes participations, de mes rôles.
celui-là, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je peux attester que j'ai été conférencier un moment, que j'ai été animateur aux journées pédagogiques, que j'ai participé à un festival de la science. Donc, ça dit rien forcément sur mes compétences, mais en tout cas, ça me permet de raconter, voilà, mes expériences, mon parcours. Et de manière beaucoup plus simple que le portfolio aujourd'hui, hein, puisque ces badges peuvent être sont beaucoup plus faciles à exploiter, hein, immédiatement exploitables et vérifiables. Donc, ce sont des archives de mes expériences. Sur certains systèmes aujourd'hui, toutes les personnes qui ont autorisé à afficher leur nom en tant que bénéficiaire de badge permettent donc à chacun de savoir qui d'autre a mon badge, qui d'autre est acteur de Badgeons la Normandie, qui d'autre a telle compétence, qui d'autre a participé à tel projet. Donc ça permet de relier des personnes et d'imaginer des usages très intéressants. Par exemple, dans une organisation, si on veut rendre visibles des rôles, des compétences, eh bien on peut utiliser facilement ces outils. Et au vu des usages et des services qui se développent, hein, il y a des petits services, des petits usages sociaux qui se développent, puisqu'on peut rentrer en contact aussi avec des porteurs de badges. Donc les badges, on peut attester, je vous l'ai dit, un peu ce qu'on veut, donc c'est très utile pour tous ceux qui souhaitent attester de compétences transversales, transférables, compétences clés, peu importe comment vous l'appelez, soft skills. En tout cas, c'est un bon moyen aujourd'hui de créer son CV de façon vérifiable. Il y a pas très longtemps, mon fils devait refaire son CV à la chambre de commerce. On lui a dit « mets tes compétences transversales en premier ». Donc il est venu me voir, il m'a demandé qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je dois faire. Ben, je lui ai dit tu dois écrire par exemple que tu as su t'intégrer pendant ton stage de 3 mois dans l'équipe, que tu as été autonome, etc. Mais bon là tu es obligé de l'écrire, hein, c'est du déclaratif. Et avec les badges, on peut imaginer, et même pas seulement imaginer, on peut le faire. On peut tout à fait avoir des badges qui sont émis par l'entreprise, par le maître de stage, qui viennent attester d'une capacité, d'une expérience, d'une compétence transversale qui a été activée en contexte. Donc un outil, voilà, sur lequel on peut compter pour ça. Donc pas seulement des compétences, je vous l'ai dit, mes rôles, mes communautés, c'est vraiment un très bon outil pour permettre de rendre visible pas seulement mes reconnaissances formelles, mais justement les différents contextes dans lesquels j'agis, dans l'association, chez les pompiers, voilà, n'importe quel rôle que je peux avoir ou contribution, participation dans la sphère formelle. Donc une association, une communauté, une amicale peut mettre en œuvre des open badges comme ça pour attester des contributions, des participations, des rôles de ses membres. Valoriser des projets collectifs. Si on travaille ensemble autour d'un projet, on peut créer un badge ensemble et le permettre à chaque acteur de ce projet de l'obtenir. Du coup, on a plusieurs intérêts. On garde une trace du projet. Le projet est décrit dans le badge. Et puis, ça peut permettre de relier des personnes par la suite, de les retrouver par exemple. Ou à une personne de montrer tous les projets auxquels elle a participé, ou à une organisation d'afficher tous les projets qu'elle a mis en œuvre, etc. Alors des outils de communication, parce que les open badges voyagent sur les réseaux, on clique dessus, il y a une image, il y a un intérêt à utiliser aussi l'image pour faire de la com. Hein, clairement, on a la région Normandie qui a un projet autour d'un label dont je vais vous parler un petit peu après, l'utilise aussi comme moyen de communication pour sa marque. Hein. Et lorsqu'on a créé Badgeons la Normandie, on a travaillé sur l'identité que vous reconnaissez peut-être ici. Donc c'est pas inutile, hein, même c'est pas le plus important. Ça permet aussi de véhiculer autour de projets, de dispositifs, comme par exemple l'égalité homme-femme. On travaille en ce moment en Normandie pour un ensemble de badges pour soutenir tout ce qui est autour de l'égalité homme-femme. Hein, donc ça peut être aussi un moyen, comme les pins dans les années 80, de montrer son soutien à quelque chose. Je vous l'ai dit, c'est pas uniquement des compétences, hein, des reconnaissances formelles, mais du coup,
on peut également endosser des badges, c'est-à-dire on n'est pas à l'origine d'un badge, de sa création, mais on peut dire qu'on approuve ce que représente ce badge. C'est-à-dire qu'on va apposer le sceau de son organisation, de sa personne, et indiquer ici que on soutient ce badge. Techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous le badge, on voit ici une petite icône qui apparaît, où il y a écrit un endossement. Ça veut dire que ce badge, qui est émis pourtant par Badgeons la Normandie, est endossé par la DRAF de Normandie. Eh bien, dans le cadre de notre réseau Badgeons la Normandie, ça permet à un ensemble d'acteurs de rendre visible leur partenariat autour d'un badge. Donc cette possibilité d'endossement. Tout ça aussi, c'est vérifiable. L'endossement permet aussi aux autodidactes qui ont des compétences qui sont d'aucun référentiel, ou qui ont développé des compétences à travers leur expérience, de créer leur propre badge et d'aller chercher ensuite, pour que ce badge ait plus de valeur, aller rechercher des endossements dans d'autres organisations ou chez d'autres personnes. Ça, c'est une piste qui est en train de se développer, mais qui donne la possibilité de créer ses propres badges. Et là, on commence à être un petit peu dans le disruptif, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont se créer une attestation. Ils vont dire, moi, je sais faire ça. Je le dis. Ça n'a de valeur que pour l'instant parce que je le dis, mais si j'arrive à avoir des endossements de personnes qui sont elles-mêmes reconnues, qui ont pu vérifier que ce que j'indique est vrai dans ce badge, eh bien, du coup, j'ai mon badge qui va obtenir plus de reconnaissance grâce aux endossements successifs qu'il peut avoir. Alors, ça peut paraître un peu choquant si on est du côté institutionnel, mais ça donne un grand pouvoir d'agir aux personnes. Parce qu'en plus, on peut les accompagner à réfléchir et à dire ce qu'elles savent faire, à déclarer, et de leur indiquer que c'est bien de le déclarer, mais maintenant il faut passer dans un processus où elles doivent arriver à le prouver. On en parlera peut-être. Les badges, il ne faut pas les voir tout seuls, il faut les voir aussi comme possibilité de créer des parcours. Aujourd'hui, on a un autre standard qui s'appelle Open Pathway, qui est développé par une société aux États-Unis qui s'appelle Concentric Sky. C'est aussi un standard ouvert qui permet de lier des badges pour créer des parcours. Et donc avoir une guidance, permettre de guider des personnes à travers un parcours. Et donc d'imaginer des parcours de formation, qui peuvent être des parcours de compétences numériques, des parcours de la citoyenneté, de tout ce qu'on a envie d'imaginer en termes de parcours, qui ne donne pas forcément à la fin un diplôme, mais qui peut donner un plus grand badge. Et donc c'est intéressant parce que les badges qu'on peut proposer dans les parcours ici sont pas forcément émis par la même organisation, mais peuvent être issus de plusieurs partenaires sur un territoire. C'est-à-dire qu'un ensemble de partenaires qui peut proposer chacun de délivrer tout partie de ces badges, et donc de les assembler sur un projet de territoire dans un dispositif de parcours pour permettre à des personnes de se former, je dirais, comme elles le souhaitent, dans l'endroit, au rythme qu'elles le souhaitent, dans l'organisation qu'elles souhaitent. Et on réfléchit à ça actuellement en Normandie, puisque vous savez que la réforme de la formation professionnelle, par exemple, va permettre aux personnes, avec leur téléphone portable et leurs euros sur leur CPF, d'entrer directement en contact avec des organismes de formation et de choisir de suivre un petit module par-ci, par-là, etc. Donc ce principe de dire, voici ce qu'on propose comme parcours, et voici tous les acteurs du territoire chez lesquels vous pouvez obtenir ces badges, ça donne des possibilités assez impressionnantes en termes de souplesse. Alors, le badge, comment ça marche de manière traditionnelle, ça avait été pensé comme il y a un émetteur, généralement une organisation, une institution, qui valide un badge et qui émet ce badge. On reçoit un courriel, on accepte le badge et puis on le met dans son portfolio. Ça, c'est traditionnel. Mais ça n'a pas très bien marché. Et puis rapidement, on s'est aperçu que quand c'est la personne qui est à l'origine de la demande, c'est beaucoup plus efficace. Parce que lorsque la personne n'est pas à la demande du badge directement, qu'elle reçoit
après avoir passé des épreuves, un badge par courriel, il y a un très faible taux d'acceptation du badge. C'est-à-dire que j'appuie et j'ai dit j'accepte et je garde le badge. Par contre, si on me dit, suite au projet que tu as suivi avec nous, tu peux demander un badge si tu le souhaites en remplissant tel formulaire. Donc on peut mettre en place des formulaires dans lesquels on va demander des preuves, si nécessaire, de rédiger des textes. Hein, c'est-à-dire qu'à la manière de ce qu'on fait avec le e-portfolio, on va demander d'avoir un travail réflexif, on peut demander ce travail réflexif par l'intermédiaire du remplissage d'un formulaire. Et du coup, une fois que ce formulaire est rempli, eh bien, il peut être soumis à validation soit par une autorité, un examinateur qualifié, mais aussi par des pairs. C'est tout à fait possible. Par exemple, des personnes qui ont déjà ce même badge. On peut mettre en place vraiment des processus d'évaluation très intéressants, où chacun est acteur. Et ensuite, ça suit le parcours habituel. Une fois que le badge est validé, que ce soit par les pairs ou des examinateurs, on accepte le badge. Et là, on voit que le taux monte à 90% d'acceptation. Alors, d'autres possibilités, je vous ai parlé de l'endossement juste avant. L'endossement, c'est la possibilité aujourd'hui, techniquement, ce qui marche aujourd'hui, c'est qu'on peut endosser l'émetteur d'un badge. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'origine, ou alors on ne souhaite pas créer des badges. C'est le cas à Nice. En ce moment, il y a la mairie qui travaille avec l'IETS. Et puis l'association, j'ai oublié son nom, Ars Legendi, je crois. C'est ça, oui. Voilà, elle souhaite endosser, la mairie de Nice, les badges que vont créer ces organisations, sans être pourtant partie prenante et créer des badges. Par contre, elle souhaite indiquer qu'elle approuve le contenu de ces badges, qu'elle approuve la façon dont ils sont évalués, elle souhaite y accoler son nom. Donc ça, techniquement, c'est possible. Ça veut dire que ça permet de donner beaucoup plus de reconnaissance, de valeur au badge, puisqu'il est endossé, approuvé, même si on n'est pas à l'origine. On peut également donc endosser l'émetteur, c'est-à-dire que si j'endosse l'émetteur, si j'endosse l'URFIST en tant que draft de Normandie, ça veut dire qu'à chaque badge qui est émis par l'URFIST, eh bien le nom de la draft est associé. Ou alors, Draft de Normandie peut endosser uniquement un badge ou plusieurs badges en particulier. Ça, c'est aujourd'hui la possibilité qu'on a. Donc, ça répond un peu à la question, ouais, mais l'émetteur du badge, si on le connaît pas, quelle est la valeur du badge? Oui, mais s'il est endossé par un ensemble de partenaires, ou si je suis réseau d'associations et que je travaille avec les employeurs sur mon territoire, sur des badges de compétences transversales, peu importe les badges, que je vais travailler avec les employeurs sur mon territoire, que je leur demande d'endosser les badges, eh bien tout de suite, voilà, j'ai de la valeur immédiate. Cette possibilité d'endosser également les badges, elle est en train d'être développée. De développer le porteur du badge, c'est-à-dire quelqu'un qui vient chez vous avec un badge. Et vous ne connaissez pas l'émetteur, vous ne connaissez pas à quoi ça fait référence, il vous indique quelque chose, ce badge, qui a une compétence en particulier. Vous allez vouloir vous le vérifier éventuellement, si vous êtes employeur. Et bien après avoir vérifié, vous allez pouvoir endosser le badge du porteur, c'est-à-dire en gros signer électroniquement, c'est ce qui est en train d'être développé, et de dire j'atteste qu'en situation, cette personne qui déclarait avoir telle compétence, j'ai pu le vérifier en contexte. J'apporte ma signature. Et on peut signer comme ça plusieurs fois un badge. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous permet d'imaginer, par exemple, dans la pédagogie de l'alternance, qu'un apprenti qui dit « moi je pense avoir cette capacité ou cette compétence », le formateur peut dire qu'au niveau théorique, ce qu'il a vu au CFA, il peut valider. Par contre, pour que ça soit complètement validé, il faut qu'en situation, chez le maître d'apprentissage, ça puisse être aussi vérifié. Donc on a une espèce de 3 signatures ici. Mais on peut imaginer une reconnaissance comme ça à 360 degrés, puisqu'on n'est pas limité en termes de signature. Mais on est en train de vraiment développer ce type d'outils, également pour la formation continue des salariés qui vont en stage, en appliquant le modèle de Kirkpatrick, avec les 5 niveaux ou plus, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, il y a la possibilité, je l'ai un petit peu après, je crois, je vais revenir dessus après, il y a la possibilité d'utiliser les badges. Lorsque le salarié part en formation, il signe le badge, ça vaut engagement de sa part.
Une fois qu'il a suivi la formation, la formatrice ou le formateur peut signer le badge après avoir évalué sa participation, ou toute autre méthode d'évaluation. Et ensuite, en situation professionnelle, son N+1, par exemple, peut signer en disant qu'il peut attester qu'il a mis en œuvre ce qu'il a vu en formation. Et tout ça autour d'un même badge. Alors du coup, ces badges qui permettent de rendre visibles les reconnaissances que je peux avoir à travers cette série d'endossements, ça nous permet d'imaginer des systèmes où on peut rendre visibles les personnes qui me reconnaissent à travers les endossements que je peux recevoir sur mes badges, et les personnes que je reconnais aussi, puisque je suis aussi, je peux être acteur de la reconnaissance des autres. Les communautés dans lesquelles j'agis, qui me reconnaissent et que je reconnais, et puis au niveau macro, les organisations, institutions que je reconnais et qui me reconnaissent. Puisque, je vous rappelle, ces badges sont des données structurées qu'on peut, avec l'autorisation des bénéficiaires, dont on peut exploiter les données pour de la visualisation. Donc en résumé, les badges, ce n'est pas seulement des micro-certificats, des micro-accréditations, mais elles ont des fonctions beaucoup plus larges, qui sont celles d'approuver, ça peut être des compétences, mais ça peut être des personnes, toute chose qui est identifiable de façon unique. Elles ont comme fonction de faire ressortir aussi la valeur du récepteur du badge. Elles permettent, ça je ne l'ai pas développé, mais du coup de rendre visibles des compétences émergentes. C'est un outil pour identifier des choses. Ça peut être des rôles, on a dit, des compétences au sein d'une organisation. On peut certifier, oui, on peut rendre visibles des choses qui ne le sont pas ou mal, ou qu'on a l'habitude d'exploiter avec des tableaux de bord, par exemple. Je prends le cas, par exemple, de l'innovation pédagogique dans l'enseignement agricole. On est en train de travailler pour rendre visible l'innovation pédagogique, c'est-à-dire les projets d'innovation ou d'expérimentation qui sont en œuvre dans les établissements. Aujourd'hui, on a quoi? On remplit des formulaires en ligne, on a des tableaux, des bases de données, on sort des chiffres. Bon, on pense qu'on peut imaginer beaucoup mieux avec les badges, en créant des badges par projet qui sont décernés aux établissements et aux acteurs, mais aussi endossés par les partenaires qui décrivent le projet et qui permettent d'avoir du coup des outils de visualisation, puisqu'on peut les exploiter sur des cartes, par exemple, qui soient beaucoup plus efficaces que des bases de données. Et en plus, puisqu'il faut à chaque fois accepter le badge pour qu'il soit utilisé, on est sûr que les badges qui sont acceptés sont des personnes qui sont motivées, qui ont envie de le faire, et ce ne sont pas des données qu'on exploite malgré elles. Donc les badges, fonction de communiquer, de relier des personnes, d'archiver, et puis suivant le nombre de badges qu'a une personne, je vous disais, c'est ce midi que je l'ai dit, mais il ne faut pas regarder uniquement le badge, il faut regarder l'ensemble des badges d'une personne, parce que c'est ça qui peut rendre compte de la motivation. Alors, rendre compte de la motivation intrinsèque, c'est important. Les badges, il n'est pas conseillé de les utiliser comme pour la motivation extrinsèque ou comme motivation extrinsèque. Ce ne sont pas des récompenses, d'accord ? Ce ne sont pas des récompenses, ce sont des reconnaissances. Alors, quels usages aujourd'hui? Je vous l'ai dit tout à l'heure, à part les publier, on n'a pas grand-chose à faire avec. Et c'est pour ça que nous sommes nombreux en ce moment, toutes les parties prenantes autour des badges, à chercher des financements à travers des projets européens ou des projets par le ministère du Travail, etc., pour développer des usages. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part les afficher? Par exemple, construire des référentiels à partir des badges. On l'a dit tout à l'heure, un badge, ça permet de rendre visible ou identifier des compétences émergentes. Si on permet au territoire de rendre visible ces nouvelles pratiques, des pratiques innovantes, des nouvelles compétences, eh bien du coup ça peut alimenter un référentiel. Tout ce qui est référentiel dans le domaine du numérique, il a été clairement dit qu'au moment où on commence à concevoir le référentiel, qu'on forme les formateurs, qu'on le met en œuvre, il se passe 3 ans, et c'est déjà largement trop tard. Donc imaginez des référentiels qui peuvent être construits à un moment T, et puis ensuite à ajuster suivant les besoins du territoire. Grâce à ces badges, c'est une piste qu'on étudie. Et puis IBM, qui depuis 4 ans utilise les badges au sein de son organisation, l'a très bien compris, ça marche très très bien. Tous les 6 mois, ils changent les contenus de formation, ils créent des badges pour ça. Et ils s'en servent pour la formation continue de leurs salariés.
Nouvelles compétences, nouveaux besoins. Des services à imaginer. Nous, on parlait tout à l'heure de parcours. On imagine en région des parcours sous forme d'un passeport, le passeport de compétences numériques, par exemple. Mais nouveau, hein, parce que c'est pas le passeport de compétences numériques, c'est pas nouveau, mais avec des badges, c'est nouveau. Avec des badges reliés les uns aux autres, qu'on peut obtenir soit de façon suite à une formation, hein, dans un contexte formel, mais qu'on peut obtenir aussi dans les tiers-lieux, hein, dans la sphère informelle, dans les associations. On a tellement d'endroits où on peut acquérir des occasions d'avoir d'obtenir des compétences qui sont pas reconnues faute d'outils. Et bien là, on a un outil qui permettrait de valoriser, voilà, et en tout cas de rendre visible, pas forcément certifié, hein, mais en tout cas à reconnaître tous ces apprentissages dans n'importe quel contexte. Et du coup, d'en faire un outil pour relier le monde formel et le monde informel. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est l'enjeu aujourd'hui, c'est de mettre au même niveau la reconnaissance informelle, la reconnaissance formelle. On a beaucoup de choses à imaginer en termes de visualisation. Rendre palpable un territoire apprenant, c'est notre slogan en Badgeon à Normandie, c'est vers un territoire apprenant. Quelque chose qui est de l'ordre du concept aujourd'hui. Et bien avec ces outils, on voit très bien, on imagine très bien qu'on peut rendre ça visible. On peut rendre visibles les compétences d'un territoire à moyen ou long terme. Au sein d'une organisation, on a des projets au niveau de l'enseignement agricole, par exemple, pour rendre visibles les compétences et les pratiques autour du numérique de nos enseignants. On arrête la certification C2I qui ne marche pas. On va en parler après avec Pix, hein, pour voir. On ne veut pas certifier, c'est pas notre but, on veut rendre visible. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire qui fait de la classe inversée, de la pédagogie inversée, dans quel établissement, qui a telle pratique. Notre but, c'est pas de dire est-ce qu'il est vraiment compétent, ce seront ses pairs ou éventuellement ses élèves qui vont pouvoir le dire. Mais nous, on veut que ça soit visible pour permettre aux gens de se rencontrer, hein, de savoir qui d'autre utilise la démarche e-portfolio, qui d'autre sait faire du SIG, etc. Ça peut être des compétences déclaratives, on s'en fiche si c'est pas, on certifie pas. Donc on est en train de construire et de mettre en œuvre dès 2019 ce type de dispositif. Et je crois que Magistère va faire pareil pour l'éducation nationale, ils sont dessus aussi. Parce que c'est ça qu'on a besoin, c'est de rendre visibles les compétences et de mettre les personnes en relation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le stagiaire qui signe le badge avant d'aller en formation, après une deuxième signature, après la formation, et le N+1 en situation professionnelle. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui seraient intéressées d'avoir ce type d'outil. En tout cas, c'est un cas qu'on est en train de développer techniquement. Et puis LinkedIn. Qui est sur LinkedIn parmi vous? LinkedIn. D'accord, deux tiers peut-être. LinkedIn, c'est l'endroit, normalement il faut être, parce que Viadeo, ça n'a pas marché, ça s'est écroulé, donc on est sur LinkedIn. On l'utilise ou pas, gratuit ou premium. Mais en tout cas, on sait qu'on doit y être parce que ça permet de faire du réseau. Hein, ça permet d'afficher nos compétences. En tout cas, nos compétences qu'on déclare ou les compétences qu'on recommande chez nous, mais qui ne sont pas vérifiables, ces recommandations. Moi, je peux vous recommander n'importe quelle compétence, ça n'aura aucun impact sur la confiance qu'on peut avoir en moi. Ce LinkedIn, ces données, c'est chez Microsoft. Toutes les données, ils ont tous vos CV. Vous êtes dessus, on est dessus, ils ont toutes des données sur nous. Ils exploitent ces données pour fournir des services aux recruteurs, etc. Et pourquoi on ne créerait pas notre propre LinkedIn avec ces outils que sont les badges et qui respectent la vie privée des personnes? Ça fait partie des vrais projets qu'on souhaite développer, d'avoir notre LinkedIn à nous. Ici, on a un petit exemple qui a été fait par un Anglais qui s'appelle Brian Mathers. Il aime bien illustrer comme ça. Quelqu'un qui accepterait de publier ses badges, hein, on va dire ses compétences entre guillemets, et qui les rend découvrables par des employeurs qui cherchent tel type de compétences, hein, à travers un profilage. Je dis bien toujours en accord avec les personnes, permettrait de dire à l'employé: vous avez un candidat potentiel ici parce qu'il a un certain nombre de compétences qui semblent déclarées, qui semblent viables parce qu'on a un algorithme qui permet de savoir si ces compétences sont reconnues par d'autres, etc., etc. Et donc de lui donner la possibilité de commencer une conversation. Bon, ça, c'est des petits exemples comme ça. En tout cas, de se réapproprier ces outils qui sont aujourd'hui dans la sphère privée, ça nous paraît important.
Et il me reste 5 minutes pour présenter Badgeon la Normandie. Je vais aller assez vite. Badgeon la Normandie, ça part de la découverte. Je ne vais pas aller trop dans les détails, puisqu'on pourra en reparler plus tard. Badgeon la Normandie, c'est lorsqu'on a découvert, quand je dis nous, c'est l'enseignement agricole, la profession agricole. C'était dans le cadre de la relance de l'innovation pédagogique dans notre ministère. On était au départ sur les e-portfolios, et puis par sérendipité, comme ça, on a découvert les Open Badges que je connaissais dans les plateformes Moodle, qui étaient pour moi des simples attestations. Et puis j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui s'appelle Serge Ravet, un expert qui nous accompagne, et qui indiquait qu'il y avait un potentiel beaucoup plus large dans ces outils. Et du coup, ça a fait tilt. On s'est dit, bah tiens, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé encore en France, qui est resté, qui était plutôt en gros développement dans les pays anglo-saxons, beaucoup au Québec, avec la vitrine numérique, la VTE numérique en 2014. Mais fin 2014, et 2015, il se passait plus grand-chose de neuf dans la sphère des Open Badges dans les pays anglo-saxons. Et il y avait le standard, la version 2 qui allait être développée, qui permettait l'endossement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors on a regardé en France, tu tapis Open Badge sur Twitter en badge numérique, aucun résultat à part Geoffroy Garon au Québec. Aucun résultat. On s'est dit, on tient quelque chose qui n'est pas du tout connu en France, donc on va se lancer à fond dedans. Et on a organisé une première conférence. On s'est formé, on a lancé un réseau et on a attiré à nous de nombreux partenaires qui étaient intéressés par les fonctions dont je vous ai parlé tout à l'heure des Open Badges. Et donc, on a vu qu'il y avait vraiment un potentiel dans ces outils et qu'on était, je pense, à la bonne période en France pour que ça puisse fonctionner. On a vu qu'il y avait un potentiel pour la formation tout au long de la vie, pour la reconnaissance des apprentissages informels, créer des parcours, innover dans l'orientation. On avait un intérêt aussi pour communiquer sur l'agroécologie, ça permettait de relier des personnes, on voyait que ça pouvait construire, rendre visible la confiance que se donnaient les personnes entre elles ou les organisations, rendre visible des talents, on a dit des rôles, soutenir le développement professionnel continu à travers l'exemple qu'on a vu chez IBM. On a dit tiens, ça c'est vachement intéressant, on pourrait sortir de notre logique de formation continue et aller vers le développement professionnel continu où chaque enseignant ou personnel prend en main son développement et l'organisation, elle facilite en fait l'apprentissage entre pairs, les moments de formation informelle et tout ça on peut l'attester. Et puis pour les communautés, partager des pratiques, identifier des projets, etc. Donc on s'est dit, il faut qu'on écrive notre projet, parce que ça faisait beaucoup de choses. On a écrit un projet structuré, et puis on a écrit un appel à manifestation d'intérêt. On a défini 4 axes de collaboration autour de la personne, de l'emploi, du territoire et du numérique. Et puis on a défini nos buts communs, reconnaître les apprentissages formels et informels, soutenir la formation ou reconnaissance tout au long de la vie, identifier des compétences émergentes et donner grâce à ces outils la capacité d'agir aux apprenants. C'est-à-dire qu'à travers l'exemple par exemple des formulaires où on demande le badge, mais aussi la possibilité d'endosser, on met la personne, non pas en situation d'être en attente d'une reconnaissance des institutions, à travers des parcours de formation, etc., mais elle est tout à fait, on peut la mettre acteur de la reconnaissance des autres, en permettant d'endosser et de se reconnaître. Et que grâce à ces endossements, eh bien, on peut créer de la valeur, que ça a de la valeur, cette reconnaissance entre personnes. Et donc, essayer de contribuer à mettre sur un pied d'égalité les apprentissages formels et informels. Parce que ça reste encore beaucoup dans notre culture. Il y a les diplômes, c'est sérieux. Et à côté, ok, c'est la formation tout au long de la vie, c'est ce qu'on met en bas du CV. Mais non, on peut donner plus de valeur, surtout dans notre monde de plus en plus numérique. Et ça, je ne l'avais pas traduit, excusez-moi, parce que j'avais fait une version en anglais. Donc, on a attiré des partenaires. On a la chance d'avoir l'IAE de Caen, que vous connaissez peut-être. Ils ont travaillé sur les soft skills, les compétences transversales sur leur formation en ligne. Ils ont été les premiers à mettre en place un système d'open badge pour valoriser ces compétences transversales et rendre visible la motivation de leurs étudiants en ligne. Ça a donné de bons résultats en termes d'achèvement, de formation. Cette reconnaissance, cette simple reconnaissance a donné des résultats.
On a au sein de Badgeon-la-Normandie le réseau Canopé, le centre de bilan de compétences, on a l'éducation populaire et surtout, donc on a travaillé sur le logo, ça je vous l'ai dit, ça a contribué à la communication. On a trouvé des usages totalement intéressants au sein de notre réseau, on a créé un badge d'acteur. D'abord un badge de soutien. Le badge de soutien, il est délivré automatiquement à toute personne qui veut soutenir notre projet. Donc, elle le demande, elle remplit le formulaire, nom, prénom, adresse de courriel, elle reçoit le badge et elle peut l'afficher. Et ça permet de communiquer sur notre projet, puisque les gens vont dire c'est quoi ce badge soutien de Badgeon-la-Normandie, je clique dessus, ah ok, ça explique ce qu'est le projet Badgeon-la-Normandie. Donc ça participait à la diffusion de ce projet. Et le badge acteur, lui, c'est pour indiquer qu'on avait envie de participer et de contribuer au projet. Donc on remplissait un formulaire en indiquant on indique quel est le rôle qu'on souhaite avoir en tant qu'organisation ou individu au sein de Badgeon-la-Normandie. Et du coup, vous le voyez ici, on a des données qui nous disent, bah tiens, 135 personnes soutiennent Badgeon-la-Normandie et il y a 61 acteurs. Et le fait d'être acteur, de demander le badge acteur, c'est une clé d'entrée dans le réseau. À partir du moment où c'est validé par nous, eh bien de fait, le détenteur du badge est acteur de notre réseau. Voilà à quoi ça ressemble. Et ensuite, on a identifié des thématiques sur notre territoire pour permettre à chacun d'avancer suivant son projet, s'il avait un projet propre, ou de travailler de manière transversale au niveau du territoire. Donc on a classé ici par thématique tout ce qui est reconnaissance des apprentissages informels. Nous, dans l'enseignement agricole, c'est très important. L'agroécologie, où on a la Chambre d'agriculture, la CRAN, la Chambre régionale, la DRAF, et puis l'association Ferme d'Avenir, ce qui est sur le maraîchage bio. On a le COREMOB, c'est le comité régional de mobilité, qui, en lien avec ce comité régional, on est plusieurs organisations à travailler sur la valorisation de la mobilité nationale et internationale, sur l'engagement citoyen, sur la culture scientifique, un gros travail qui est fait par le Dôme, qui est en ce moment même en festival de la science, sur les compétences numériques. C'est la dernière chose que je vous présenterai, après j'aurai fini, c'est le label CFA, l'inclusion numérique, orientation, compétences transférables, développement professionnel continu et OpenGPEC, on appelle ça. La DRAF de Normandie vient de répondre au fonds de transformation de l'action publique. C'est un fonds qui permet, comme son nom l'indique, de transformer l'action publique. Je ne dirai pas ce que ça veut dire exactement, mais je crois que vous comprenez à peu près. Et donc, dans cette idée de reprendre ce qu'a fait IBM, c'est-à-dire permettre de rendre visibles les talents, les compétences au sein des services de l'État, pour plusieurs buts, une meilleure reconnaissance des agents, soutenir le développement professionnel continu, associer des talents sur des projets. Donc sur notre site, vous retrouverez les différents membres de Badgeon-la-Normandie. Et je voulais terminer avec un vrai projet, parce que ça, c'était une vraie réussite. Donc en effet miroir avec le label qu'a présenté Madame Mouton-Muniz tout à l'heure. Pour ça, je lui ai demandé est-ce qu'on peut avoir le label progressivement, parce que sur ce label CFA numérique, ça part de l'idée du vice-président de l'apprentissage David Marguerite qui voulait un label CFA numérique pour engager les CFA dans leur transition numérique, donc dans toute leur pratique développement pour intégrer le numérique dans leur fonctionnement. Et donc, plutôt que d'avoir un seul label avec tous les critères, en gros, on a divisé, comme vous avez fait dans votre tableau, en badge, ce label. Et donc, on peut obtenir les badges progressivement. On a le label que lorsqu'on a 10 badges sur les 15, il y en a 5 obligatoires et 5 facultatifs. Et on peut quand même afficher les badges qu'on a, c'est-à-dire qu'on indique qu'on est en progression. On a des badges qui indiquent que le niveau est atteint, en gros les critères sont atteints, les exigences sont atteintes, et d'autres des badges qui disent j'ai engagé la démarche. Voilà. Et ce qui est innovant dans ce système, c'est que ces badges ont été co-conçus par les CFA eux-mêmes. Donc ça n'a pas été décidé par le conseil régional, mais on a fait un travail de co-conception, non seulement de ce que reconnaît le badge, mais aussi de processus de validation. Le validation se fait à travers des formulaires, l'apport de preuves suivant des critères définis, et ces badges sont évalués par les pairs. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de représentants de CFA qui étudie les demandes de leurs pairs et qui les valide ou non. Donc,
on a associé dès le départ les CFA dans ce critère, dans ce label. Et c'est le Conseil régional de Normandie, donc c'était pourtant une reconnaissance justement de ces outils comme étant quelque chose de viable. L'Université de Caen, voilà, des compétences transférables, 2 ans d'expérience. Je vous invite, si vous avez ce type de projet, à entrer en contact avec eux. L'enseignement agricole, donc sur tout ce qui est valorisation et reconnaissance des apprentissages informels. Le dispositif éducation aux écrans aussi avec le rectorat et puis les CMEA. Un des premiers badges du réseau Canopé, pour valoriser les expériences ici des hackathons. Et puis une de nos réussites, ça a été aussi la formation en présentiel. C'était pas un MOOC, c'était une formation massive ouverte en présentiel. Formation ouverte massive, oui c'est ça. Formation régionale ouverte, oui. 100 personnes, voilà, on a formé 100 personnes. C'était pas certifié, mais en tout cas on leur a donné toutes les ressources, l'accompagnement nécessaire pour qu'ils soient en mesure de concevoir le badge, de l'implanter sur la plateforme et de tester plusieurs méthodes d'émission de validation. Voilà. Et pour terminer vraiment cette fois, nous faisons partie du mouvement pour une reconnaissance ouverte. Je vous invite à consulter la nouvelle déclaration de Bologne qui a été publiée en 2016 à l'issue de la conférence EPIC, où on invite tout le monde à s'ouvrir à ces nouvelles modalités de reconnaissance. En gros, c'est ça. L'association Reconnaître qui organise EPIC, donc du 24 au 26 octobre, et puis le projet Mirva qui travaille sur les reconnaissances informelles. Donc en gros, tout ce qu'on a parlé des endossements des personnes, c'est pas si simple que ça à traiter technologiquement. On veut éviter le phénomène du like sur Facebook, des réseaux qui s'organisent. Donc il y a des réponses technologiques à apporter et des réponses éthiques aussi. On travaille ensemble sur rendre les open badges utiles, c'est-à-dire ne pas simplement les afficher, c'est pas du tout ça l'intérêt, mais d'imaginer des services, comme je vous l'ai dit, des futurs LinkedIn de services publics, pourquoi pas autour de ces badges. Et voilà, donc je termine EPIC 2018. Si vous êtes passionné, si vous êtes intéressé, si vous voulez rencontrer tous ceux ou une grande partie de ceux qui travaillent autour des badges, autour de la reconnaissance, vous pouvez consulter le programme sur le site epic.openrecognition.org. Il y a le programme en ligne. C'est une conférence payante malheureusement parce que c'est autofinancé, mais c'est fait avec le concours du CRI Paris qui nous prête ses locaux et qui nous aide à l'organisation. Voilà, je vous remercie. Bonjour, merci pour votre présentation. À plusieurs reprises, vous avez évoqué la possibilité de générer un formulaire qui permet donc aux bénéficiaires de faire valoir ses droits de reconnaissance et donc de scanner un QR code ou autre pour accéder à ce formulaire, le remplir. Le formulaire est généré comment, techniquement, par une application Oui, on utilise une plateforme. Aujourd'hui, il n'y a pas un énorme choix de plateformes. Il y en a en français, il y en a que 2. Il y a Badge Factor du québécois Geoffroy Garon, qui est un ensemble de plugins WordPress, et puis il y a Open Badge Factory, qui est un produit finlandais, mais qui a à sa tête un français, Eric Roussel. Et ensuite, c'est des produits en anglais. Il y en a qui sont open source, comme Badger, et d'autres qui sont payants, comme Credly, Acclaim, etc. Donc techniquement, c'est pas compliqué. On a une plateforme avec abonnement ou non, qui nous permet de créer un formulaire. De la même façon qu'on crée un formulaire quand on fait une enquête en ligne. On demande un champ long de texte, on demande à joindre un fichier, des questions à choix multiples. Et une fois ensuite, ce formulaire est soumis soit à des examinateurs par adresse mail, soit à des utilisateurs de la plateforme, soit à des personnes qui ont déjà un badge en particulier. C'est très intéressant parce que du coup, on peut former des personnes à évaluer ou reconnaître à des personnes le droit d'évaluer leur pair. On peut imaginer toutes sortes de choses. Je vous fais passer quelques copies d'écran pendant que vous me posez des questions. Je termine le diaporama.
Les badges sont reconnus par la Northeastern University, les badges d'IBM comme crédit pour la formation. Ça, c'est une vraie nouveauté. Il y a le RNCP néo-zélandais qui reconnaît les micro-certifications désormais. Il y a ça comme nouveauté. Oui, ce serait une question justement sur la question des likes et comment se prémunir de phénomènes de réputation ou de phénomènes de badge, comment dire, de se badger mutuellement. Alors, pour l'instant, c'est uniquement théorique, mais si il faut que ça se passe dans un environnement technologique, un peu. Imaginez LinkedIn. Aujourd'hui, je suis authentifié. Je suis pas vraiment, c'est moi qui m'authentifie, qui crée mon compte, mais ça pourrait être une fausse identité en fait déjà. Donc il faut déjà un système où on peut garantir mon identité. Donc ça peut être fait par 5 autres personnes. Il y a des systèmes qui disent s'il y a 5 personnes qui garantissent que c'est bien vous, Gabriel Galzo, eh bien voilà, on peut vous faire confiance. Donc déjà que vous agissiez sous votre identité, l'identité que vous avez choisie, mais qui est vérifiable. Ensuite il n'y ait pas seulement un pouce, un petit bouton appuyé que ça fasse un like, mais qu'il faille déjà argumenter avec un petit texte, de dire pourquoi vous recommandez telle compétence, et ensuite qu'il y a des algorithmes derrière qui puissent dire si vous-même vous avez... Alors il y a plusieurs critères qu'on peut prendre en compte dans cet algorithme. On peut regarder si le badge que vous endossez, par exemple, il est déjà existant. Est-ce qu'il a déjà été attribué à d'autres personnes? Est-ce qu'il est déjà reconnu par d'autres personnes? Ensuite, on peut regarder si vous-même vous faites partie du réseau de la personne que vous endossez. Si la fréquence des endossements qu'aurait reçu la personne n'est pas trop rapprochée, si elle a la même origine géographique. On peut créer un algorithme, si vous voulez, qui va donner un score de viabilité aux endossements. Donc ça fait partie des réflexions qu'on a pour éviter cet effet-là. Mais en tout cas, le système dans lequel s'exerceraient ces endossements doit avoir un impact sur votre réputation ou sur la confiance qu'on peut avoir en vous. C'est-à-dire que si jamais il est prouvé à un moment peu importe la manière que vous n'endossez pas sincèrement, que ça vous cause du tort sur votre profil. Je ne sais pas comment plus personne n'aurait confiance en vous dans vos endossements. Donc il faut que le système encourage les endossements sincères. On n'a pas toutes les réponses, mais en tout cas, on travaille là-dessus actuellement. J'aimerais savoir, on peut parler de plusieurs plateformes. Donc, ça veut dire qu'il y a... Enfin, si moi je dépose un certificat, enfin je demande la création d'un certificat sur une plateforme, comment est-ce que les autres plateformes ont connaissance de ce certificat? Comment est-ce que je peux m'assurer que ce certificat va avoir une vie, je sais pas, dans 10 ans, dans 15 ans, puisque c'est quelque chose qui est tout au long de la vie. Oui. Comment ces aspects-là sont assurés? Alors d'abord, on parlait de la transférabilité. À partir du moment où ça respecte le standard Open Badge, vous pouvez l'obtenir de n'importe quelle plateforme et ensuite l'utiliser dans n'importe quelle autre plateforme qui respecte ce standard. Donc, tout à l'heure, vous disiez que par exemple, pour vérifier que leur diplôme était valide par un décès au rectorat, le rectorat, il y en a un. Oui. C'est l'instance à laquelle ça fait. Alors que là, ça va des plateformes. En fait, c'est un système automatique. Cette vérification, elle se fait automatiquement. Aujourd'hui, il faut en effet qu'il y ait une copie sur un serveur. Et en effet, si ce serveur disparaît, il est amené à disparaître, ça cause un problème, en effet. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que... Si on garde ce système-là avec des badges qu'on appelle hébergés, il faut garantir que ça soit un service public ou au sein d'un système d'information tel que l'enseignement supérieur où ça puisse être gardé en sécurité. Certains parlent d'utiliser le système blockchain, par exemple, pour conserver justement ces badges de façon distribuée pour en assurer la pérennité. Et d'autres qui pensent qu'il est mieux d'utiliser un système qu'on appelle la signature cryptographique, c'est-à-dire que votre badge il est signé électroniquement et donc il est vraiment indépendant. C'est-à-dire qu'il y a une vérification qui se fait comme pour... c'est un petit peu compliqué, mais techniquement ça marche déjà. Vous avez une signature qui est intégrée dans le badge.
Et donc ce badge, vous n'êtes pas obligé d'en avoir une copie, mais il y a une architecture qui vérifie que c'est bien votre signature et que ce badge a bien été contresigné aussi par l'émetteur. Mais là, actuellement, il n'y a rien. Actuellement, tout ça, c'est en cours de développement. Il y a pas, voilà, c'est pour ça qu'on milite pour qu'il y ait, par exemple, sur la région Normandie, qu'il y ait un service public, un passeport du citoyen, le passeport de reconnaissance tout au long de la vie ou de la formation tout au long de la vie. Tout à fait. Comme le CPF, hein, le CPF, ça va être un service d'État. Bon, ben, on peut tout à fait imaginer cela pour les badges. Et on est en même temps au début, hein. On est au début, on est en train de prévoir tout ça. C'est vraiment une question technique. Donc moi, je suis au point de démarrer une formation que je vais donner qui devrait donner lieu à un open badge, comme tu le sais. Bon, j'y travaille. Et là, j'étais en train de songer en t'écoutant que cette formation pourrait donner lieu à une évaluation des gens qui sont formés. Donc, ça veut dire concrètement quoi? Qu'il faut qu'ils s'inscrivent tous sur la plateforme au début de la formation. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter dans ce cas-là? Tu parlais d'une évaluation... Qu'eux-mêmes endossent la formation, ah oui. Hein, un endossement. Oui, alors pour ça, en effet, il faut la plateforme qu'on utilise permet cela. Donc on pourrait, parce que là, ça serait vite fait de bien s'assurer que ce sont les gens qui ont participé à la formation, qui sont donc autorisés à l'endosser. On est d'accord, ça a un sens. Ok, merci.